Alors, un des logiciels qui est très pratique dans le Creative Cloud, c'est Bridge. Il est un peu mal aimé, Bridge. C'est un peu j'adore ou je déteste. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et c'est un logiciel qui permet donc de parcourir son disque dur et de trouver des images, de les classer, de regarder des vidéos. Bref, c'est un explorateur de fichiers, mais aussi un système de tri qui permet d'utiliser toutes les métadonnées. En fait, quasiment tout ce que vous pouvez faire dans la bibliothèque de Lightroom classique, en réalité, vous pouvez le faire avec Bridge. Vous pouvez attribuer des étoiles, mettre des libellés, faire des collections dynamiques, c'est-à-dire basées sur des critères de métadonnées pour retrouver automatiquement en un clic une série d'images qui correspondent à certains critères basés sur des métadonnées. Donc, j'avais envie de mettre dans cette formation une alternative viable à Bridge. Il se trouve qu'elle est gratuite, ça s'appelle XNView. Non seulement elle est gratuite, mais en plus elle est présente sur Windows et sur Mac, donc ça fait partie des critères. Je crois que la quasi-totalité des alternatives que je vous donne dans cette formation sont disponibles pour PC et Mac, et il y a même une version Linux en l'occurrence de XNView, ce qui ne sera pas forcément le cas évidemment des autres. Une alternative Linux c'est peut-être un peu moins le public, en tout cas l'audience qui me regarde, même si moi j'utilise Linux très souvent et j'ai en général un triple boot. En l'occurrence maintenant plutôt un dual boot, j'ai Windows et Ubuntu puisque je ne fais plus vraiment de Hackintosh puisque j'ai racheté un MacBook Pro fin 2018, mais j'ai toujours utilisé les trois systèmes, donc pour moi c'est pas forcément un critère puisque Linux je m'en sers pas spécifiquement pour la création et la retouche d'images. Néanmoins le logiciel est gratuit, donc disponible sur toutes les plateformes, avec une version française très bien traduite. Donc ici on est sur par défaut l'interface qui va vous être présentée, qui est entièrement customisable, on peut vraiment la personnalisable, plutôt on va parler français. Donc c'est un logiciel qui arrive à maturité. Je me souviens avoir commencé à utiliser XNView quand j'ai commencé à travailler au début des années 2000. Ça tournait sur Windows 98 et Windows 2000. Enfin bref, c'est vraiment un logiciel qui est assez ancien. Si on va dans le à propos, on est à la version 0.93, ce qui laisserait penser qu'il n'y a même pas eu de version stable, version 1.0, mais en réalité c'est un logiciel qui est là depuis très longtemps. Et qui a fait ses preuves vraiment sans aucun problème. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pas un petit truc bizarre codé à l'arrache, c'est vraiment stable. Donc là par défaut il me présente dans le dossier images, donc j'ai des fonds d'écran qui traînent, mais bon c'est pas tellement là moi où je travaille, donc vous avez ici tous les disques durs qui sont sur mon système, en l'occurrence il y en a un paquet. J'ai toujours une tonne de trucs branchés en permanence. Il faut savoir que mon PC fait aussi office de serveur de fichiers quand je travaille sur mon Mac. C'est le PC en fait qui héberge les fichiers, donc il y a vraiment tout sur le PC. Donc ici on va aller dans vidéo production en tuto, et on va chercher, même avant, j'ai mis to do, tuto, donc hop on va remonter d'un niveau, donc avec la petite flèche on va chercher tuto, source file, et on va avoir donc les fichiers bruts. Et ici vous pouvez voir déjà que les vignettes se génèrent assez rapidement, donc ça c'est quand même... j'ai envie de dire la moindre des choses pour un logiciel de ce genre, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende 3 plombes pour que les vignettes se génèrent. Et surtout, vous voyez que quasiment tout est supporté. Alors les fichiers AF photos sont pas supportés, mais on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est quand même très spécifique. Alors vous pouvez dire aussi que le PSD, par contre, il devrait pas être pareil. C'est pas un format ouvert, hein, c'est un format Adobe, mais il est plus répandu, donc il y a quand même eu plus d'incitation à faire un plugin XNView qui permet de lire les PSD qu'il n'y a pour le moment AF Photo, mais peut-être que dans le futur ça va changer. Vous remarquerez malheureusement que le Profoto RVB est assez mal interprété, c'est-à-dire qu'ici la vignette est bonne, donc il faut savoir que chaque fichier PSD contient en son sein une vignette, comme les fichiers bruts d'ailleurs, une sorte de mini JPEG pour pouvoir afficher pour les programmes qui sont compatibles, donc en l'occurrence celui-là il l'est. Par contre, quand lui essaye de lire le PSD, et ça c'est l'aperçu que vous avez, non pas à partir de la vignette qui est fournie, mais vraiment à partir du fichier lui-même, vous voyez que les couleurs sont complètement à côté, il y a un manque de saturation et un décalage sur la roue chromatique. Je crois qu'on est à 15-25, un truc du genre 15 en décalage sur la roue chromatique et 25 si on utilisait l'outil TSL, c'est pour ça que je le dis comme ça, donc 15 degrés de roue chromatique dans Photoshop et je crois plus 25 de saturation, on est à quelque chose comme ça. Si je prends cette image ici et que je l'amène dans Photoshop pour retomber sur la vraie, il faudrait faire ça. Donc c'est le petit défaut, il est là, c'est que on a un léger, comment dire en anglais, color shift, c'est-à-dire un décalage de couleur sur les images qui sont en Profoto RVB. Sinon pour le reste c'est quand même plutôt bon.
Et vous voyez qu'une fois que les vignettes sont rendues, c'est vraiment immédiat, y compris celles sur lesquelles je n'avais pas défilé, qui ont été rendues en arrière-plan, et vous voyez que maintenant ça va très très vite. On peut évidemment là-haut régler la taille des vignettes, et ici vous voyez que quand je prends une vignette qui est plus large que celle qui a été générée par le cache, il me dit que voilà, les vignettes qui sont affichées ici sont plus petites que celle dans laquelle je la lui demande. Donc du coup, il me dit ça risque d'être un peu crado en gros. Donc on peut changer dans option catalogue. Donc si on va, vous voyez ici que option catalogue, j'ai pas ces options-là, il n'y a pas de menu option catalogue. En réalité, si on va dans les préférences, donc on va aller dans outils options et maintenant on va pouvoir aller trouver catalogue. Ici on va pouvoir dire évidemment dans quelle taille on va pouvoir, alors déjà où est-ce que les fichiers sont mis. Donc vous voyez qu'ici ils sont mis, vous avez tous les différents répertoires pour le cache. Et ici, il vous donne en fait le répertoire, combien de fichiers sont présents et combien il prend de place en fait. Donc là, par exemple, si je vais tout en bas, j'ai indexé le fichier vidéo production tuto source file, et ce truc-là me prend 302 fichiers, ça génère 33 mégas de cache. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le catalogage, puisqu'il est aussi compatible avec le catalogage. Ça veut dire qu'en gros, une fois qu'il aura indexé certains répertoires, il s'ajoute automatiquement au catalogue. Mais ce n'est pas le même système que Lightroom qui demande à importer des images pour pouvoir les lire. Dans XNView, on parcourt vraiment, on n'importe rien. Donc ça veut dire que, quelque part, considérez qu'à chaque fois que vous regardez un répertoire où il y a des images dans XNView, il s'ajoute au catalogue. Voilà. Mais ça veut pas dire que pour voir ces images dans le répertoire, il faudrait les ajouter dans une base de données. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite, on peut utiliser le cache vignette. Vous voyez que par défaut, il est tout petit. Ici, si je clique sur obtenir la taille des vignettes, il a automatiquement pris en fait la taille des vignettes que je lui ai demandé ici, donc ça c'est plutôt cool. On peut générer une compression, donc par exemple si on fait un sans perte zip, ça risque de faire sur les dossiers où vous avez beaucoup d'images, ça risque d'être assez lourd, puisqu'évidemment si on l'utilise avec perte JPEG, même en haute qualité, le JPEG sera toujours plus léger qu'un sans perte en zip, donc ça prenez-y garde. On peut effacer tout, c'est-à-dire par exemple s'il y a plein de dossiers sur lesquels vous n'accédez plus, on va par exemple tous les prendre avec Shift et on va dire effacer. Hop. Et on pourrait aussi dire de tout effacer accessoirement. Donc là je l'ai laissé faire. Si maintenant je reclique oui, j'ai cliqué sur effacer tout, il va tout faire sauter, donc on va mettre annulé parce que celle-là j'ai envie de les garder. Et on peut lui dire dans ces dossiers qui ont été indexés de reconstruire les vignettes. Donc maintenant que j'ai changé la taille, on va cliquer sur reconstruire les vignettes. Et il va parcourir tous les dossiers qui sont présents ici. Et il va reconstruire les vignettes à la taille que je lui ai indiquée au-dessus, donc 389 par 308, puisque j'ai cliqué sur obtenir la taille des vignettes. Quand vous remarquez des trucs bizarres, si vous remarquez des trucs bizarres dans les dossiers où il y a beaucoup d'images, vous pouvez aller là-dedans et venir lui dire optimisation. Donc il va reconstruire la base de données et ça va vous permettre de gagner peut-être un petit peu en performance. Donc là, il n'y a pas assez d'images pour que je puisse vraiment justifier de faire une telle chose. Mais si jamais vous avez vraiment des dossiers avec des milliers, voire dizaines de milliers d'images, ça peut valoir le coup en fait de venir cliquer sur l'optimisation. Donc là vous voyez maintenant les images ont été re-rendues. Donc si je clique sur optimisation, voilà, vous pouvez voir en fait les choses que vous pouvez faire sur la maintenance du catalogue. Donc on va cliquer sur OK, donc vous voyez que maintenant hop, les vignettes ont été re-rendues, donc déjà c'est un petit peu plus joli. Donc maintenant vous voyez que la glissière elle est là. De là à là ça va aller en fait jusqu'à 300 et quelques, et si je veux aller au-delà, hop, il va me remettre l'avertissement en me disant bon t'as encore pris un truc plus gros, on va prendre un truc même super gros si vous voulez, voilà. Et là il me dit non, c'est toujours, voilà, les vignettes elles sont pas bonnes. Donc si vraiment vous avez besoin d'avoir des vignettes très très grosses, mettez-vous dans la taille que vous souhaitez. Voilà, par exemple on va dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire 3 colonnes, et on va lui dire donc outils, options, catalogue, et on va dire avec perte qualité JPEG, reconstruire les vignettes. Boum. Voilà, et à partir de maintenant, toutes les vignettes vont être calculées à cette taille-là. Ok, donc maintenant qu'on a choisi la taille de nos vignettes maximale, on peut évidemment mettre plus petit, histoire d'en avoir plus. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est personnalisable, mais genre vraiment tout est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel panneau et le sortir et le décaler. On peut prendre par exemple ce panneau en bas à gauche, mettons en catégorie, ça vous intéresse pas, poum, vous l'enlevez. Groupe de catégories non plus d'ailleurs, et voilà, du coup j'ai une interface qui est un peu plus claire. Admettons que je veuille mettre un panneau sur la droite, on peut prendre ce truc là et le rendre flottant, et en fait vous voyez que hop, on va pouvoir l'ancrer. Si j'ai envie de le mettre à droite, l'aperçu, je vais le mettre à droite, un peu comme Bridge d'ailleurs.
Et c'est pareil en fait pour n'importe quel morceau de l'interface, vous voyez qu'on va pouvoir remodeler. Donc si vous avez un double écran, vous allez pouvoir du coup faire ça assez facilement, mettre les choses un petit peu où vous voulez. Donc là je l'ai mis là-haut, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire en plus accessoirement. Donc si je le mets plutôt, on va le mettre par exemple plutôt sur la gauche, tac, voilà, je vais le mettre sur la gauche. Et il y avait déjà des trucs, il y avait déjà les dossiers, vous voyez, qui s'est mis sous forme d'onglet. Donc les dossiers ils étaient là, hop, information il est là. Donc comme ça maintenant j'ai une interface à 3 panneaux qui est assez typique de ce qu'on trouve dans ce type de logiciel de ce qu'on appelle les DAM, donc les Digital Asset Management, c'est-à-dire en gros tout ce qui permet de me ranger ces fichiers numériques. Si jamais vous voulez accéder en fait à des dispositions qui sont préenregistrées, vous avez ici dispositions et vous voyez que vous pouvez enregistrer vos propres dispositions. On va mettre enregistrer la disposition A, ce qui fait que maintenant si je mets le bazar, donc on va dépioter des trucs. On va enlever les aperçus, on va mettre l'aperçu, je sais pas, hop, en bas à gauche par exemple, tac, on va le mettre ici, on va mettre ce truc là en haut, voilà, donc on fait n'importe quoi. Bon, voilà, vous avez mis cette disposition, elle vous plaît pas, alors je peux l'enregistrer en tant que disposition B, voilà, juste au cas où, mais je peux revenir à la A en mettant restaurer la disposition A, et d'ailleurs remettre évidemment la B. Donc vous pouvez enregistrer ces espaces de travail, il y en a 5, mais vous pouvez aussi aller dans afficher disposition. Et là, vous avez en fait disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 pellicules. Et là, je suis dans le mode libre. Mais en vérité, vous pouvez aussi utiliser les 10 qui vous sont fournis par défaut. Donc, par exemple, la disposition 7, voilà, qui correspond à celle qu'on a fait nous à la main, c'est-à-dire en gros l'arborescence sur la gauche, les vignettes au milieu et l'aperçu sur la droite. Avec l'aperçu qui dispose aussi d'un champ information. Et ça, c'est assez utile parce que ça nous permet en fait de parcourir les images, d'avoir si on veut la version en grand, l'aperçu, mais d'avoir aussi et surtout les métadonnées, l'histogramme, les données EXIF, XMP et alors vous avez ici un EXIF tool. Donc le EXIF tool donne vraiment accès à 1 milliard d'options et d'entrées et vous pouvez prendre chaque élément et faire un clic droit et dire copier ou copier toutes les entrées. Donc si vous voulez vraiment accéder à des informations précises pour les partager, vous pouvez le faire. Donc ça c'est vraiment moi c'est potentiellement celui que j'utiliserai plutôt le plus souvent. Autre chose, vous remarquez ici, on va redescendre, là, hop, voilà, j'ai un CR2 qui s'affiche en grand, par contre, j'ai des DNG ici qui s'affichent juste en vignette. Malheureusement, l'aperçu s'affiche en vignette. Si je double-clique, pareil, et quand je vais zoomer, en fait, vous voyez que c'est juste la vignette qui s'affiche. Donc attention, certaines DNG, en tout cas moi ceux que j'ai générés depuis Camera Raw, ne s'affichent pas dans l'aperçu. C'est juste la vignette qui est incluse dans le DNG qui s'affiche. Ça c'est quand même assez contraignant, malheureusement. Si vous travaillez avec le format DNG, je vois pas de bonne raison de travailler avec le format DNG. En général, les données de votre appareil photo, celles de votre capteur, le format natif en gros, contiendra toutes les informations. Donc ici par exemple du CR2 pour du Canon 6D, ça c'est pas du 6D, c'est du 400D, c'est un vieil appareil, ou du ARW pour un Sony A7 par exemple. Autre truc qui est assez sympa, les XMP qui ont été générés par Camera Raw ou par Lightroom, ou les deux, sont aussi affichables dans l'aperçu, c'est assez rigolo, et vous pouvez du coup copier-coller des éléments si jamais vous voulez pareil accéder à certaines métadonnées. Bon, là on a vu un peu comment ça se présente, comment ça se personnalise vite fait. Maintenant les trucs qui vont vous intéresser vous, c'est de trier et de donner des notes, etc. Donc vous avez ici un accès aux différents types de catégories qui sont présents avec le logiciel si vous les classez par catégorie, mais surtout ici vous avez la notation. Et là vous avez en fait les raccourcis pour donner une note de 0 à 5 et mettre des libellés de couleurs, exactement comme dans Bridge et exactement comme dans Lightroom. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser ces menus pour donner une note et passer à la photo suivante. Il est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas de raccourci. Dans Lightroom, quand vous mettez un raccourci, quand vous mettez une note, ça passe automatiquement à la photo suivante quand vous êtes dans la pellicule en bas. Ça aurait été bien de faire pareil ici. Mais bon, c'est pas très grave. Donc par exemple ici, on va prendre cette image et on va lui mettre important. Et vous voyez que hop, la petite puce ici est rouge. Et on va lui mettre une note de 5. Et pareil, vous voyez maintenant une petite étoile avec 5. Et vous voyez une petite puce qui est rouge. Si on va dans information, vous voyez que les propriétés du fichier ont été mises à jour, la note est excellent, le libellé de couleur est important. Donc ça c'est le même système que dans Bridge et que dans Lightroom. Et si on veut trier maintenant, on va pouvoir en fait afficher ici ce petit entonnoir
et lui dire supérieur ou égal, inférieur ou égal ou juste égal. Et on va lui dire par exemple donne-moi toutes les images, donc on va mettre le supérieur ou égal. Et on va lui dire toutes les images qui sont excellentes. Alors bon, du coup supérieur ou égal, bon, on ne peut pas faire plus que 5. Hein. Mais on a toutes les images ici qui sont 5, donc j'en avais déjà plein puisque vous voyez qu'il y a une petite icône XMP ici. Ces images ont déjà été notées en fait dans d'autres logiciels puisque j'ai déjà fait des tutos avec. Donc il y a déjà des bonnes notes sur ces images. Donc elles ont été reconnues par XNView. Et il y a aussi celles que je viens de mettre. Donc on va mettre celles qui ont 5 étoiles mais qui sont aussi importantes. Et là il n'y a que celles que je viens de faire moi à l'instant dans XNView. Donc on va remettre tout pour tout afficher. Donc si par exemple maintenant je reviens sur mon image qui était quelque part par là, hop. Alors accessoirement, on va faire plus simple parce que j'arrive pas à la retrouver. Juste pour vous montrer, donc celle-là j'y ai mis 5 étoiles et la rouge, mais admettons que maintenant j'ai envie de changer la note. Et j'enlève le rouge et je mets personnel. Ok. Alors contrairement à Bridge, elle ne disparaît pas tout de suite. Vous voyez que là on est en mode important. Voilà, il faut vraiment que je mette à jour, que je reclique pour lui dire vas-y recalcule. Dans Bridge et dans Lightroom, elle serait partie à l'instant où j'aurais mis une pastille verte. Vu qu'on est dans un affichage filtré, elle serait partie tout de suite. Là c'est pas le cas, il faut rafficher, mais c'est pas très grave, il faut juste de cliquer. Et maintenant si je dis affiche-moi toutes celles qui sont vertes, bah, vous voyez qu'il y a les deux qui sont vertes dans le répertoire, une que j'avais déjà notée et une ici que je viens de faire évidemment à l'instant. Donc ça pareil, ça fonctionne exactement comme dans Bridge et dans Lightroom, vous allez vraiment vous y retrouver assez facilement si vous avez l'habitude d'utiliser ce système de tri. Donc s'il y a des dossiers que vous utilisez souvent, vous voyez qu'on a ici accès à favoris et à filtre catégorie. Donc ici par exemple, on peut lui dire d'afficher toutes les images qui sont classées vertes et toutes les images qui sont classées excellentes. Donc on a au moins des raccourcis pour pas avoir à chaque fois aller dans le petit entonnoir. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Et s'il y a vraiment des dossiers qu'on a envie d'utiliser souvent, donc par exemple ici ce source file, on a ici une petite étoile qui s'appelle ajouter aux favoris. On peut changer le nom d'ailleurs, mais on va cliquer sur OK et maintenant dans Favoris, j'ai directement mon dossier source file, qui d'ailleurs quand je le déplie, a l'intelligence de m'afficher les sous-dossiers. Donc ça c'est quand même plutôt bienvenu. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme moi, si vous avez comme moi beaucoup de disques durs avec des dossiers dans tous les sens, vous pouvez faire des favoris, évidemment ça vous permet d'aller plus vite pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc après il y a plein de choses évidemment qui tombent sous le clic, notamment pour les images qui ne sont pas à l'endroit, sur lesquelles vous pouvez faire des rotations. Par exemple cette image elle n'est pas à l'endroit. On utilise le bouton rotation, on va pouvoir lui dire de faire une rotation, sauf, et c'est là pour ça que j'ai un cas particulier, sauf s'il s'agit d'un DNG, donc c'est un format sur lequel on ne peut pas enregistrer. Donc ça veut dire que, par exemple, si on prend un CR2, pareil, il va vous dire c'est un fichier brut, donc c'est pas possible de faire une rotation. Donc malheureusement, vous allez pouvoir faire ça sur les formats enregistrables, c'est-à-dire par exemple le JPEG. Par exemple cette image, on pourrait faire une rotation dessus sans problème. Mais en fait le truc c'est il veut l'enregistrer en fait à chaque fois, ce qui peut évidemment poser des problèmes. Je me pose la question s'il recompresse à chaque fois, même s'il fait une compression non destructive. Mais voilà, il n'y a pas le filtre d'affichage, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Ici quand je vais dans afficher, j'ai jamais trouvé de quoi faire une rotation sur un fichier brut, malheureusement. Donc voilà, par exemple CR2, ARW, tous les fichiers bruts, il va pas vouloir en fait vous faire une rotation parce que bah oui forcément c'est juste une rotation de l'affichage, les pixels à l'intérieur, on peut pas écrire un fichier brut sur lui-même. Donc ça c'est un tout petit peu dommage de pas pouvoir faire ça, mais bon c'est comme ça. Donc voilà pour la prise en main de XNView. On va voir dans la prochaine vidéo des opérations un petit peu plus avancées, comme par exemple manipuler les fichiers, faire des renommages par lot, c'est-à-dire renommer plusieurs images en même temps, et aussi comment exporter plusieurs images, changer de format, voire faire des choses un peu plus spécifiques comme créer une planche contact, ce qui est en général assez pratique pour pas mal de photographes.